Jungle. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur Sport FM. Une fois n'est pas coutume, nous parlons politique avec la prestation de serment de Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République pour un nouveau mandat de 5 ans. Bilan du dernier quinquennat, les défis et chantiers du nouvel exercice. Plusieurs aspects touchés dans cette émission. Nous parlerons également de la pandémie du Covid-19 qui est à l'ordre du jour. Nous avons comme invité cet après-midi l'ancien ministre de la Santé, délégué national du mouvement des sages UNIR, c'est le professeur Charles Kondiagba. Vous, auditeurs, avez l'occasion de nous rejoindre dans l'émission pour poser des questions. Les numéros d'appel 92 03 60 31 97 24 26 26. Mise en onde, Anas PM et l'homme à devant s'occupe de la vidéo de ce numéro. Je suis Angelo Folikwe. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Alors, nous ne cesserons jamais de le rappeler, les mesures barrières pour lutter efficacement contre cette pandémie qui est dans nos murs depuis déjà plusieurs semaines. Alors, le professeur Charles Kondiagba, bonjour, bienvenue. Bonsoir Sport FM. Comment vous portez-vous? Alhamdulillah, je rends grâce à Dieu. Vous êtes toujours en forme, hein? Bon. C'est quoi votre secret? Je crois qu'à Sport FM, vous aussi, vous cultivez la forme. Eh bien, c'est ce que je fais. Ah, voilà. Merci encore une fois de répondre à notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, vous allez encore une fois se plier à ce exercice-là concernant la pandémie du Covid-19. 126 cas confirmés, 74 guérisons, 9 décès. C'est pas du tout une bonne nouvelle, 9 décès. Hein. Non, en fait, le chiffre de décès est relativement stable. Depuis 3-4 jours, nous sommes bloqués à 9 parce que l'autorité et les structures médicales ont pris les mesures qu'il faut. C'est-à-dire que lorsque vous êtes diagnostiqué positif, tant que vous n'avez pas les symptômes, ça va. Dès que vous commencez à les avoir, vous savez que c'est à Kégué qu'on va vous prendre en charge. Au CHR, le commune? Absolument. L'hôpital bleu, l'hôpital chinois, comme on dit, qui a été tout à fait reformaté et qui est vraiment dédié à la lutte contre le coronavirus. Alors, lorsque vous avez les symptômes, ils ont là-bas mis en place un schéma thérapeutique qui fait que tout de suite, on vous met sous hydroxychloroquine. Pendant que le scientifique blanc se dispute, est-ce que c'est efficace ou pas, nous on l'utilise. Et ça marche. Comme on fait au Sénégal, comme on fait ailleurs, et ça marche. C'est pourquoi ce chiffre de 9 décès, vous allez voir, est relativement stable. En outre, on a fait en sorte que dans cette structure hospitalière, l'équipement dernier cri. Nous n'avions pas de respirateurs, maintenant il y en a. Autrement dit, au dernier stade de la maladie, lorsque vraiment le virus vous a coincé les poumons, c'est comme ça que je vais dire ça, on peut vous insuffler de l'oxygène et vous aider à passer ce cap difficile et vous relever. Vous voyez donc que le nombre de guéris va être de plus en plus élevé, le nombre de morts, c'est ce que nous souhaitons, va être stable. Mais quand même, nous devons nous plaindre, nous devons en tout cas faire attention de ce que le nombre des cas positifs augmente. Pendant longtemps, on était en dessous de 100, oui. Et puis tout à coup, ça a monté. Mais ça, je pense que nous allons en parler. Tout à fait. On va parler justement d'un événement qui s'est déroulé ce dimanche. Alors, c'est la cérémonie de prestation de serment du président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé. Très bien. Vous y étiez hier? J'y étais. Ah, d'accord. Attention. Les places étaient très chères. Très limitées. Alors, dites-nous, professeur Charles Kondiagba, comment la cérémonie s'est déroulée? Écoutez, quand nous sommes entrés, nous avons vu que effectivement le coronavirus était présent. Curieusement, d'abord, tous les invités avaient leur masque. Deuxièmement, le cadeau présidentiel qu'on nous a offert là-bas, c'était des masques. Chacun de nous a reçu un petit sachet avec des masques. Certains étaient aux couleurs de UNIR, bien sûr, parce que c'est le candidat de UNIR qui prêtait serment. Mais les sièges étaient très espacés les uns des autres. À distance sociale. Au moins 2 mètres chacun. Alors, vous voyez que dans cette grande tente, quand même, on n'a pas pu mettre beaucoup de personnes. Une cérémonie particulière, quand même. Voilà, vous voyez, donc, quand on entre, on voit tout de suite la présence de coronavirus. Tout le monde respecte les... D'abord, vous devez vous laver les mains avant d'y entrer, tout ça, je passe dessus. Mais après, bien sûr, il y a l'émotion.
il y avait un caractère émotionnel très fort, n'est-ce pas? Quand vous voyez tout ce président de la République qui se plie aux règles républicaines, qui se lève, qui prête serment, qui prend l'engagement d'être le serviteur de la nation. Vous voyez? Donc, nous sommes partis de là-bas vraiment émotionnés. Et bon, nous qui sommes africains, nous avons apprécié de ce que l'Éternel bénisse la cérémonie. Ah, vous croyez? Il a plu. Ah, voilà, justement, la pluie. Oui. Bénédiction ou coïncidence? Comment vous l'interprétez? Bon, en tout cas, chez nos pays africains, lorsque vous entreprenez une cérémonie, un acte important et qu'il pleut, vous dites, ah, les ancêtres se sont rappelés de nous, ils ont béni la cérémonie. C'est africain ça. En tout cas, chez moi, Bassar, c'est comme ça. Intéressant. Alors, on a également constaté que le nombre d'invités était limité. Oui. Vous pouvez nous expliquer? Oui, bon, c'est-à-dire qu'à la télévision, ils l'ont dit à plusieurs reprises, ils ont dit attention, si tu n'as pas ta carte, ne viens pas. Ça veut dire que la salle... Quelle carte? Il fallait une carte d'invitation. D'invitation, justement. Ah oui, il fallait une carte d'invitation. Oui. Donc, comme vous l'aviez dit, c'est trié au volet. Absolument. C'est-à-dire que la salle n'est pas très grande. De deux, il fallait espacer. Oui. Donc forcément, le nombre d'invités est réduit. On a vraiment trié sur le volet les vrais de vrais, quoi. Mais les essentiels personnalités étaient quand même là. Alors, on va avancer dans notre discussion, professeur Charles Kondiagba. Oui. Oui, on parle d'un nouveau quinquennat, d'un nouveau mandat. Oui. Mais d'abord, on va s'appesantir sur les 5 dernières années. Oui. 2015, 2020. C'est ça. Alors, politiquement parlant, sur le plan politique, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le bilan du chef de l'État? Écoutez, ma foi, ce quinquennat était relativement calme. J'exclus la petite fièvre que nous avons eue avec le PNP. Ça a pris tout le monde de court, c'est vrai. Le temps que nous nous ressaisissons pour voir les choses de façon rationnelle, le PNP lui-même s'est dissolu. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Le promoteur est parti, le parti s'est cassé, le numéro 2 a été exclu. Bon, je n'insiste pas trop là-dessus. Mais pendant les 5 ans, nous avons vécu dans la paix. Le président a pu faire le consensus pour que nous puissions terminer ce mandat dans la paix. Et le signe que je vois surtout, c'est comment la campagne électorale pour ces élections s'est passée. La campagne s'est très bien passée. Les élections se sont passées, ma foi, dans le calme et la concorde nationale. Donc, je prends la fin du mandat et je me dis que c'est tout ce que nous avons vécu au cours du mandat. Alors, politiquement, chaque parti a pu jouer sa partition. Ceux qui voulaient être candidats l'ont été. Et bon, ils ont battu campagne partout où ils voulaient le faire. Voilà ce que nous souhaitons pour notre pays, la concorde nationale, l'unité nationale et pouvoir aller vers les choses essentielles plutôt que de se distraire dans les petites choses. Alors pour vous, à vous entendre, tout va bien au Togo? Écoutez, le président lui-même avait mis ce mandat-là sous... c'est un mandat social. Oui. Et nous avons vu du social. Nous avons vu le FNFI se développer et se diversifier. Vers la fin, nous avons même vu dans les grandes agglomérations et surtout Lomé, le pouvoir politique aller vers les plus démunis. On n'avait pas vu ça ici au Togo. C'est vrai que moi, je suis fils de paysan, je viens d'un village de cultivateurs. À Kaboué, à Bassar, on n'a peut-être pas besoin de ça. Mais à Lomé, vous savez que beaucoup de gens quittent, c'est ce qu'on appelle l'exode rural, hein? Ils viennent à Lomé et la vie à Lomé est difficile. Et c'est vrai, certaines fois, on peut avoir faim. Alors, l'État a mis en place ces sortes de cantines où les vieilles personnes peuvent recevoir de la nourriture pour eux-mêmes ou même manger directement. Comme on le voit dans les grandes villes. En France aussi, ça se fait, ça. Les restos du cœur. Nous n'avons rien inventé, mais donc voilà du social. Là aussi, ça ne trompe pas. Donc le mandat a été social, le président l'avait annoncé. Alors, le reste faire ciseaux, c'est social. Les pistes rurales, c'est social. Et assurer l'assurance pour les enfants, les élèves, c'est du social. Donc, le mandat avait été annoncé comme social, il l'a été. Malheureusement, vers la fin, cette maladie que personne n'avait prévue est venue tout bouleverser. Bon, fort heureusement, le gouvernement, sous la houlette du président bien sûr, a très tôt perçu le danger que ça serait et, ma foi, à mon avis, a toujours précédé la maladie.
Au fur et à mesure que les cas s'aggravent, nous sommes déjà prêts, on a déjà inventé quelque chose. On a pris un hôtel, on peut garder des gens là-bas. Donc ça fait 2 hôtels. On a mis en quarantaine des gens. Tout un hôpital, on a transféré les malades ordinaires ailleurs. Puis cet hôpital-là, on l'a rééquipé à coût de millions. Non, disons à coût de milliards. Tout ce qu'on a fait là-bas, c'est beaucoup d'argent. On a formé des gens et désormais, comme je le dis, bon, personne ne souhaite être atteint du coronavirus, mais si vous arrivez à Kégué, vous êtes sauvé. Sur le plan social, vous avez parlé tout à l'heure de la situation de la faim. Oui. Ce n'est pas qu'à Lomé, même à l'intérieur, dans les coins les plus reculés du Togo, on constate ce phénomène-là. Vous pensez que au Togo... Donnez-moi un exemple précis et moi aussi je vous préciserai ma réponse. Non, de toutes les façons, on est dans un cadre de discussion où rien n'est aussi positif à 100%. Non, bien sûr. Vous le reconnaissez? Bien sûr, mais seulement quand vous dites dans le coin le plus reculé, je voulais que vous me donniez un exemple parce que moi je viens d'un coin reculé. D'accord. La préfecture de Bassa, le village de Kabou. Oui. Moi je suis de Kabou. Mais depuis l'école primaire et jusqu'à aujourd'hui, je vois les champs de mes parents. Ce que je faisais quand j'étais enfant, les gens continuent à le faire là-bas. Vous pensez que les terres à l'intérieur sont toujours cultivables? Elles le sont. Moi, j'en ai un. J'ai fait 3 tonnes cette année sur un petit carré de maïs. 1,6 hectares. Et Ansat m'a fait l'honneur de venir chez moi. Intéressant. Vous voyez? Non. Si vous prenez votre roue, si vous louez le tracteur et que vous travaillez la terre, ma foi, vous allez gagner. Vous allez manger, vous n'aurez pas faim. En tout cas, à Kabou, je peux le certifier. Nous sommes aussi là-bas, dans le bled le plus reculé. Les gens mangent. Oh, monsieur le ministre, c'est toujours le cas de Kabou que vous donnez, mais on ne sait pas ce qui se passe du côté de Doufelgou, de Kanter, de Kara, etc., voilà. etc. Mais quand je donne Kabou, je sais que mes frères de Doufelgou, mes frères de Mango font la même chose. D'accord. On va brosser le volet économique. Oui, tout à fait. Sur le plan économique, sur les 5 dernières années, le Togo a évolué? Oui, nous avons fait beaucoup de choses. Et regardez ce que l'international dit de nous. Lorsque l'international fait des classements et que l'international dit mais le Togo a fait des efforts, le Togo a gagné tel nombre de places, etc., ce n'est pas nous qui faisons ce genre de calcul-là. C'est l'international qui sait ce qui se fait dans ce pays. Et le président annonce, c'est tout ce qu'il a dit au cours de la campagne, que nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux. C'est comme ça que le plan national de développement est arrivé. Il y a beaucoup de choses qui sont inscrites dedans. Nous sommes perturbés un peu par le coronavirus, mais je suis persuadé, parce que le président lui aussi le dit avec beaucoup d'espoir et de certitude, nous allons sortir du coronavirus et recommencer notre marche en avant. Oui, sur le plan économique, beaucoup de choses ont été faites. Écoutez, le plus simple du Togolais, les salaires ont été payés régulièrement. Les pensions de vieillesse ont été payées régulièrement. Il n'y a eu aucune... Il y a eu des temps ici dans ce pays où ce n'était pas la même chose. On a connu aussi cette période. Ça s'améliore. Voilà. Donc, quand quelque chose est bien fait, il faut le reconnaître. Et le dire. Absolument. Évoquons un peu le cas du CIMIG. Ça me tient à cœur. Oui. N'est-il pas temps d'évoluer, d'augmenter un peu plus quand on sait que c'est toujours fixé à 35 000? Je vais vous donner une réponse par l'absurde. Une bonne partie de ma vie, je l'ai passée au Sénégal. Et j'étais dans un établissement qui s'appelle École Inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, EISMV. C'est un établissement qui a été créé par l'OCAM. Ouais, l'OCAM a disparu aujourd'hui, mais l'école est toujours là. Dans cette école-là, nous avons été très modestes. Nous sommes à Dakar, où la vie est très difficile, mais les salaires sont modestes, mesurés. C'est pourquoi l'établissement a survécu. Quand nous étions à Dakar, là-bas, nous avons vu beaucoup d'autres établissements qui sont nés. L'ICA était aussi les salaires étaient astronomiques. Ils ont disparu. Nous avons vu le KM, Centre africain d'études monétaires. Les salaires étaient astronomiques. Bon, nous, on bavait, on les regardait. Aujourd'hui, c'est fini. Ils ont disparu. PANA, vous qui êtes journaliste, vous connaissez PANA? La panafricaine de l'information. Exact. Eux aussi, ils étaient plaques vertes, fonctionnaires internationaux. Passeport diplomatique, les salaires ont été mis tellement haut. Aujourd'hui, c'est fini. PANA a disparu. Je reviens au Togo. Alors, au Togo, nous pratiquons une politique de prudence. Au fur et à mesure que les ressources augmentent, on augmente. Le président Faure a discrètement ajouté 5% sur les salaires. Tout le monde a su ça. Tant que les ressources augmentent, on augmente. Mais dire
que tout à coup on met les salaires pour mettre le SMIC à 70 000, etc. Bon, tout le monde peut le faire, ça fait populiste. Mais dès le 3e mois, vous ne pouvez plus payer. Vous pensez que le Togo n'a pas assez de ressources? Oh, écoutez, la gestion prudente est meilleure parce que je reviens encore à coronavirus. Vous avez vu ce que Corona nous a fait? Si nous n'avions pas cette prudence-là, aujourd'hui, tous ces masques, c'est tout ce qui a été acheté dans l'urgence. Où est-ce qu'on aurait pris ça? En même temps qu'on continue à payer régulièrement les salaires. Donc, je réponds à votre question. Je pense que le SMIC, un jour ou l'autre, va être augmenté, mais dans sa campagne, le président Faure n'a pas fait comme certains qui ont dit que dès qu'ils deviennent président, le salaire est doublé, on va faire ci, on va faire ça. Non, ça fait pour... Il n'est pas dans la démagogie. Et personne ne croit à ça, parce que tu ne peux pas le faire. Lors de sa dernière campagne pour le nouveau quinquennat, oui. on l'a vu sur le terrain, monsieur le président de la République, oui. Surtout dans le domaine agricole. Tout à fait. Il a une vision là-dedans. Absolument. Alors, j'ai dit, moi qui suis fils de paysan, qui a vécu au village et qui connaît la terre, c'est notre secours. Pourquoi? Parce que nous avons des clients. Si nous produisons beaucoup au Togo, le Mali va manger, le Burkina va manger, le Niger va manger, le Tchad aussi. Parce qu'ils sont moins nantis que nous. Ils sont dans la bande du Sahel, il ne pleut pas beaucoup, les terres ne sont pas, etc. Mais nous avons... La demande existe. Alors vous voyez pourquoi on engrange du maïs. D'abord, si ça venait à manquer au Togo, nous sommes bons dans cette terre-là, mais on peut exporter. Et moi, j'ai vu il y a 2 jours une image qui m'a beaucoup fait plaisir. Au sortir de Tchévier, en route vers Taguelouvé, une nouvelle usine qui fabrique de la farine de maïs. Extraordinaire. Extraordinaire. Ça dit que bientôt, notre produit numéro 1 là de manger, au lieu de... Vous allez, vous prenez votre sac de maïs. Et on annonce même que en relation avec les grands moulins, on va pouvoir faire des dosages pour qu'il y ait du pain à base de blé, de mil ou de maïs. C'est des choses extraordinaires qui se préparent pour nous. Nos enfants ont de la chance. En tout cas, vous le dites. Alors, sur le plan diplomatique, on sait très bien que le Togo, depuis plusieurs décennies, a été une terre d'accueil de grands événements. Aujourd'hui, que pouvez-vous dire? Quelle est l'image du Togo sur le plan diplomatique? Vous avez raison de le dire parce que, entre-temps, nous avions perdu cette bonne habitude. Parce que voilà, il y avait des troubles par ici, de l'incompréhension entre les Togolais eux-mêmes. Quand il y a des bruits de bottes, mais personne ne vient chez vous. Personne ne vient chez vous. Mais, coup sur coup, nous avons vu beaucoup de choses ici. Nous avons vu ce qui n'était jamais vu arriver à une réunion de l'UEMOA et de la CEMAC. C'est bien comme ça qu'on dit CEMAC ensemble. Oui. Nous avons vu une très grande réunion sur la sécurité maritime. Exactement. Et ça, c'est des choses palpables, visibles. C'est à féliciter mais bien sûr, pour le travail que fait le président. Le soir, allez sur le bord de plage. Vous allez voir le village de bateaux qu'il y a. Faites l'expérience. Bon, c'est vrai que maintenant il y a le couvre-feu. Oui. Faites ça avant 20h quand même, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous en tirez? Le Togo est un havre de paix. Les bateaux qui doivent décharger des conteneurs ou des marchandises à Lagos préfèrent venir attendre à Lomé ici. Les bateaux qui doivent décharger des marchandises à Cotonou viennent s'abriter dans la sécurité du port de Lomé. C'est quand on les appelle pour accoster qu'ils vont. Parce que la piraterie est très intense à Lagos, elle est intense à Cotonou, au Gabon, mais au Togo, vous savez que nous sommes... Non, 200, 300 bateaux attendent. C'est la sécurité qui vient chercher chez nous. Alors ça a justifié cette grande conférence sur la sécurité maritime. Alors, sur le plan politique, vous m'avez dit, oui, les gens aiment bien venir au Togo pour leur conférence. Nous sommes redevenus un pôle d'attraction où on fait... Coronavirus est venu encore perturber. Alors, j'ai envie de vous poser cette question, oui. Charles Kondi Agba. Oui. Est-ce que le dernier mandat de Faure Gnassingbé a contenté les Togolais? Bon, ça dépend de où vous êtes. Et vous connaissez l'histoire de la bouteille d'eau. À demi pleine pour ceux qui sont optimistes, oui. À demi vide pour ceux qui sont pessimistes. Moi qui suis de UNIR, je peux vous parler de façon dithyrambique de tout ce que ce mandat a apporté.
Un autre dirait que Ford n'a rien fait, mais même s'il voit que ses enfants aiment bien aller à l'école et rester parce que désormais, il y a une cantine. Les enfants aiment bien ça, ils sont ensemble. Et, bon, il y a des gens qui ne retournaient pas à l'école parce qu'ils n'ont pas pu manger. Mais maintenant, on retient les enfants à l'école. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a l'assurance des enfants. Oui. Moi qui suis de UNIR, je dis, le dernier mandat a apporté beaucoup et annonce de très bonnes choses pour le prochain. Vous êtes convaincu? Absolument. Alors, vous êtes délégué national du mouvement des sages UNIR. Oui. Vous avez le temps de pouvoir constater ce qui est bien fait, ce qui n'a pas été bien fait ou n'a pas été encore fait. Tout à fait. Alors, par rapport au dernier mandat du président, qu'est-ce qui n'a pas été fait selon vous? Le candidat lui-même a été suffisamment honnête pour le dire partout où il est passé. J'aurais voulu faire ci, on n'a pas pu le faire. Prenons par exemple le domaine de l'énergie. Nous aurions souhaité qu'un plus grand nombre de ménages aient accès à l'énergie. Moi, j'ai suivi le président de la République quand il a été jusqu'à Koutoum. C'est à la frontière ghanéenne là-bas, dans le canton de Djimori. Et nous avons inauguré là-bas une grande centrale photovoltaïque. L'avenir est dans le photovoltaïque. Nous avons du soleil à gogo. Vous parlez de l'énergie solaire? L'énergie solaire qui donne de l'énergie. Gratuitement? Absolument. Encore faut-il maîtriser un peu, n'est-ce pas, la technologie. Donc, le président aurait souhaité faire un peu plus pour l'énergie. Je pense que le prochain mandat, il va pouvoir s'exprimer mieux là-dessus. Les infrastructures. Vous savez comment sont les routes chez nous. Ce n'est pas au Togo seulement d'ailleurs. Vous avez fait une belle route. Au bout de 5 ans, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Vous savez que vous qui êtes Loméen, quand vous êtes, on appelle ça carrefour de la douane, pour aller à Ségbé, on l'avait goudronné cette route. Mais aujourd'hui, quand vous allez là-bas, c'est comme si rien n'avait été fait. C'est la croix et la bannière. Vous comprenez bien. Donc, dans les infrastructures, il faut recommencer beaucoup de routes. Et au cours de la campagne, le président a dit, il y en a une qui lui tient très à cœur. C'est une sorte de boulevard, une autoroute de Lomé à Saint-Cassé. C'est possible? Mais bien sûr. Vous savez que pendant longtemps, nous avons rêvé à une voie de chemin de fer. Puis il y en a eu jusqu'à Blita. Mais c'est des investissements trop énormes. Mais une route, 2x2, mais c'est faisable. Mais Charles Kondi-Agba, quand on voit certaines routes où il n'y a même pas d'électricité, et là on parle d'autoroute de Lomé à Saint-Cassé. Mais c'est-à-dire que il faut réfléchir, il faut imaginer grand. Ne restons pas dans la petitesse. Oui, parce que nous voulons que le Togo devienne un hub logistique. Ce terme a été utilisé dans le... Si nous voulons que les Maliens viennent en plus grand nombre encore, si nous voulons que le Burkina n'utilise plus que le couloir togolais pour venir au port de Lomé, mais il faut faire ce sacrifice, il faut faire cet effort-là. Nous allons faire cette grande autoroute en même temps que nous nous occupons des petites rues où vous dites qu'il n'y a pas de courant, de lumière. Ça, c'est dans les agglomérations. Mais encore que, moi, j'en ai fait l'expérience. J'ai dit tout à l'heure que j'étais sénégalais pendant longtemps. Oui, tout à fait. Et je rentrais chez moi au Togo. Et quand vous survoliez Dakar, c'est la ville lumière. Pas comme Paris quand même. Aujourd'hui, ce n'était pas comme ça avant, c'est ça? Voilà. Et vous survolez Abidjan. C'est lumineux. Avant, Lomé était très noir. Mais maintenant, nous aussi, nous avons de la fierté. Quand l'avion arrive au-dessus de Lomé, tu dis, ah, ça c'est chez nous. Nous allons marquer une pause musicale et dans un court instant, retrouver notre invité Charles Kondi-Agba. Nous rappelons que c'est l'ancien ministre de la Santé et puis délégué national du mouvement des sages UNIR. Nous retrouvons notre invité du jour, le professeur Charles Kondi-Agba, ancien ministre de la Santé, délégué national du mouvement des sages UNIR. Alors, on va aborder le nouveau mandat du président de la République. Ça part de 2020 à 2025. Tout à fait. Alors, dites-nous, dans ce mandat quinquennal, qu'est-ce qui est réservé là-dedans? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans tous les domaines. Vous avez vu le président courir sur toutes les deux territoires. Chaque fois qu'il allait dans une région, et selon la spécificité de la région, il annonçait d'ores et déjà ce que nous allons faire dans les 5 ans qui vont venir. Mais partout, le discours a été le même pour l'agriculture. Nous sommes un pays agricole.
Nous avons des terres. Je pense qu'à peine 40% des terres arables le sont effectivement. Donc, ça vous dit qu'il y a encore beaucoup de terres qui ne sont pas mises en valeur. C'est possible qu'on industrialise notre agriculture? C'est comme ça qu'il annonce ça. Ça s'appelle des agropoles. Il a annoncé des agropoles et à Kara, il y a déjà un embryon. C'est-à-dire que le paysan n'a peut-être pas les moyens d'acquérir la terre. L'État achète la terre. L'État distribue cette terre-là aux paysans. Et pour les maintenir sur cet espace, on y construit tout ce qui est service de base. Infirmerie, école, tout ce qu'il faut pour qu'ils restent sur place. Et quand ils ont fini de produire, c'est également des structures de la même place qui prennent les récoltes, qui les transforment et qui les vendent. Parce que l'axe numéro 2 du PND, c'est transformation. Nous n'allons plus vendre du maïs. Vous avez déjà vu, maintenant, il y a de la farine de maïs. Oui. Nous n'allons plus vendre le cacao. Nous aussi, nous voulons du chocolat. Oui, on vendra le produit local. Nous n'allons plus vendre les phosphates comme avant. Nous allons fabriquer de l'acide phosphorique. Et à partir de l'acide phosphorique, nous allons maintenant fabriquer des engrais pour nous-mêmes et pour l'exportation. Transformer nos matières premières, ne plus être un pourvoyeur de matières premières et subir les aléas de ce que l'acheteur veut. Voilà déjà tout ce qui a été dit partout. Maintenant, dans le domaine de la santé, et là, nous sommes déjà en plein. C'est un gros défi. Le coronavirus nous a précipité les choses. Ah, d'accord. Chaque centre régional, scanner, laboratoire de qualité. Ils seront dotés? Absolument. On a commencé. On a dû le faire. À partir du 15 mai, allez donc à Kara, vous verrez l'INH qu'il y a à Lomé. L'Institut national d'hygiène. Vous aurez le même à Kara. Avec la même structure, les mêmes dispositifs. Mais bien entendu, et c'est là-bas qu'on pourra faire aussi les tests pour dépister le coronavirus. Donc, il y a ça dans la santé. Dans l'école, même dans la santé. Dans l'enseignement. Certains frais ont été exonérés définitivement. La césarienne de la femme enceinte est désormais totalement gratuite. Vous pensez que dans la réalité, c'est le cas? C'est faisable. C'est faisable. Hein? Moi, j'étais ministre quand nous avons commencé à créer les kits. Oui. Chaque femme qui avait besoin d'être césarisée avait un kit gratuit. On demandait aux couples de contribuer pour 10 000. Ces 10 000-là, le président a dit, bon, désormais, c'est cadeau. Vous ne payez plus rien. Voilà, comprenez. Vous m'avez parlé de l'éducation? Oui. Oui. Là aussi, ce que le président a dit, nous avons été obligés de commencer déjà à le faire. Avec le coronavirus, les écoles ont été fermées. Le ministre des enseignements primaires et secondaires se casse désormais la tête maintenant pour voir comment introduire l'enseignement à distance. On n'y avait pas pensé. Avant, voilà. Nos instituteurs étaient toujours de l'ancienne école. Mais nous sommes obligés d'aller vite. Donc, leur apprendre à faire ces enseignements à distance, penser à faire acquérir aux ménages l'instrument. Ça veut dire que chaque enfant devra avoir au moins sa tablette, au moins, ou bien alors un petit ordinateur. Nous sommes déjà dedans. Ça va venir, l'État va les fournir? Nous sommes... Bon, attention. Attention. Pas de promesses. Voilà, nous ne sommes pas des démagogiques, nous. Mais nous annonçons déjà que si les enseignants s'attellent à apprendre, il faut que les ménages aussi se préparent à acquérir le terminal pour que l'enfant puisse suivre. Vous avez parlé tout à l'heure de l'influence du Covid-19 sur les activités de l'État. Oui. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour rapidement circonscrire cela et avancer comme il se doit? Vous avez vu toutes les mesures qui ont été prises. Le couvre-feu. D'accord. Très vite, le président a dit, nous sommes en urgence sanitaire. Couvre-feu. La nuit, tous ces petits rassemblements où on pouvait se distribuer le virus, on arrête. Et le couvre-feu est appliqué de façon très sévère. Parfois même trop sévère, vous le savez. Ça, il faut le reconnaître. Et ensuite, les malades. Heureusement, nous n'avons pas les chiffres astronomiques de France, d'Allemagne ou bien des États-Unis. Les quelques malades qui vont l'être vraiment, ou les mettre, hôpital de Kégué, équipement, masque, respirateur. En outre, service enquête épidémiologique permanente pour rapidement circonscrire les nouveaux cas. On a même vu une équipe déléguée entre-temps à Sokodé pour rapidement également s'intéresser à ce qui se passait là-bas. On a fait mieux.
nous avions dit que si déconfinement il doit y avoir en Afrique, il faut qu'on le fasse un peu de façon rationnelle. Bon, notre voisin ghanéen a déconfiné trop tôt, moi je pense, puisque chez eux, dès qu'ils ont déconfiné, le nombre de nouveaux cas a augmenté. Et en ouvrant les frontières, nos compatriotes qui étaient coincés là-bas sont arrivés en masse chez nous. Vous avez vu 10, 15 cas oui, ça a augmenté. À Djarkpanga. Mais c'est parce que ils étaient coincés là-bas. Dès l'instant qu'une frontière s'est ouverte, ils se sont débrouillés pour arriver chez eux. Ce sont nos compatriotes, nous n'allons pas les rejeter. Mais fort heureusement, comme vous avez posé la question, je vous réponds. Oui. Pour que ça ne se répande pas, c'est à Djarkpanga qu'on les a gardés. On a créé une structure là-bas, autonome et complète, pour dépister les malades et les soigner sur place. Vous pensez qu'à partir de cette solution, on n'aura plus de contaminés? Nous essayons de les limiter le plus possible, en disant toujours, si vous vous lavez les mains, si vous adoptez la distanciation sociale, si vous portez votre masque, nous avons les nôtres. Mais pour bien parler aux auditeurs, on est bon. On a respecté bien sûr la distance sociale. Si vous faites tout ça, normalement la contamination doit s'arrêter. Alors, on va aborder un autre aspect de notre entretien, Charles Kondiagba. Oui. S'il s'agit de la communication, oui, vous êtes dans une radio privée. Oui. Vous connaissez les médias publics également. Oui. Ces derniers moments, on a parlé d'une enveloppe estimée à près de 150 millions de francs CFA de l'aide de l'État à la presse. Oui. Vous pensez que c'est suffisant pour pouvoir accompagner les radios, les médias, tous les médias dans la lutte contre le Covid-19? La question n'est pas bien posée. Je ne suis pas journaliste, je ne peux pas vraiment apprécier. Mais je dis que c'est déjà un petit effort qui est fait. Si cette aide, on ne vient pas de l'inventer, elle est là il y a quelques années déjà. Oui. Si chaque année, la presse reçoit ce soutien-là, c'est déjà un bon début. Maintenant, il faut militer. Les journalistes que vous êtes doivent militer en relation avec leur département de tutelle pour que cette aide augmente. Mais moi, vétérinaire, je ne peux pas dire cette aide est suffisante, elle n'est pas suffisante. Vous pensez? C'est votre avis et on le respecte. Alors, on va parler toujours de ce Covid-19. Alors, justement, pour ce nouveau mandat du président, il aura des impacts sur ses activités, ses actions, l'action de l'État? C'est certain, il faut être honnête. Quand le Covid-19 est apparu, tout le monde s'est arrêté. En France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, tout s'est arrêté. Les gens sont confinés chez eux. Il faut d'abord lutter contre ce terrible ennemi qui vient d'apparaître. Et bien chez nous aussi, en confinant les gens, en diminuant un certain nombre d'activités, forcément l'économie est impactée. Il faut être honnête. Mais l'essentiel est de s'organiser, de faire en sorte que les contaminations diminuent et remettre la population au travail. Et ce n'est pas nous seuls. Partout en Europe, en Italie déjà, les gens ont commencé déjà, en Allemagne ils sont en avance. C'est comme ça que nous allons faire aussi. Très bientôt, lorsque, avec le conseil scientifique autour de cette question, nous aurons estimé que nous maîtrisons mieux, il faudra réouvrir les écoles, il faudra remettre le peuple au travail. On ne peut pas rester confiné tout le temps comme ça. Ça va repartir juste après la fin du Covid-19, on va retrouver nos habitudes. Vous pensez que tout va être comme avant? Non, certainement pas. En tout cas, ça mettra du temps avant qu'on ne retrouve le rythme d'avant. Mais si nous pouvons déjà maîtriser les contaminations, on aura fait un grand pas vers la reprise totale. Alors, nous rappelons que les auditeurs peuvent nous appeler à partir de 45, 445. Ils peuvent déjà commencer à nous appeler et ils auront leur temps de questions et des réponses. Alors, on va parler de l'après-prestation de serment. Oui. Les jours à venir, qu'est-ce que ça nous réserve, Charles Kondiagba? Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'un président élu prête serment. Un mandat est terminé, un nouveau mandat commence, où on a annoncé un programme et nous allons mettre en œuvre ce programme. C'est ce que nous allons faire dans les normes les plus républicaines. Dans quelques jours, je ne peux pas dire quand, normalement, le Premier ministre et son gouvernement doit démissionner. Vous ne savez pas la date à laquelle ça peut être possible? Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Vous êtes politicien. Jusqu'à ce point. Vous êtes un dinosaure de la politique togolaise. Oh là. Vous connaissez bien les arcades du pouvoir. Je sais comment ça se fait. D'accord. Donc, il doit, en principe, annoncer au président de la République, lui remettre sa démission. Dans les 2 prochaines semaines?
Mais ça ne va pas durer. Normalement, ça n'a pas duré, ça. Et libre au président de le reconduire ou bien d'en nommer un autre. C'est comme ça que ça se fait. Rien de nouveau sous le soleil. Un nouveau gouvernement ou vous gardez le même? Je n'en sais rien. Vous êtes sûr? Oh oui. Vous avez de grandes oreilles, Charles Kondiaba. Je n'en sais rien. Hein? De toute façon, comme je l'ai écrit, vous savez que j'ai écrit un livre sur les gouvernements togolais. Nul ne vient au gouvernement pour rester éternellement, c'est pas vrai. Un ministre éternel, ça n'existe pas. Alors, vous aviez dit que vous ne savez pas exactement à quand la démission du gouvernement actuel, mais bon, on attend de voir si cela va se faire dans les prochains jours. Espérons que ça ne dure pas aussi. Ou bien d'habitude, comment ça se fait? Écoutez, dans les jours qui suivent la prestation de serment du président de la République, une nouvelle structure doit être mise en place. Avec une nouvelle mission? Bien sûr, puisque le président a dit beaucoup de choses pour ce qu'il pense faire. Il faut donc une équipe qui puisse mettre en œuvre le programme de celui qui est élu. Les autres sont des nommés qui viennent au gouvernement. Lui, il est élu, il a des responsabilités, il a une redevance vis-à-vis de ses électeurs. Le peuple qu'il a mis en place attend qu'il mette en œuvre ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc, il a besoin de gens, d'hommes pour mettre en œuvre sa politique. On a l'impression que souvent 5 ans, c'est peu pour arriver à respecter ce qu'on a dit lors des campagnes électorales. Vous le reconnaissez? J'ai une petite expérience de cette affaire. Je vous citerai ce que le président Eyadema disait. Ça dépend des pays. Aux États-Unis, vous savez que le mandat est de 4 ans. 4 ans renouvelé, oui. Mais c'est récent, hein? Quand nous étions en 1940-1945, avec le président Theodore Roosevelt, il a fait 4 mandats de 4 ans. Vous parlez quand même de la période de la Première Guerre mondiale. Non, deuxième. Ça fait 1. De 2, en Afrique, nous avons quelque part, il y a des quinquennats, des septennats. Oui. Le président Eyadema disait qu'en réalité, la bonne formule, c'est le septennat. Parce qu'en 7 ans, tu as vraiment le temps d'annoncer ce que tu vas faire, de commencer à le faire, et de conclure avant de te lancer dans une autre campagne. 5 ans, moi je suis d'accord avec ce que mon frère Angelo, journaliste, a dit, ça semble un peu court. Si tu es un novice de la chose, tu viens d'être élu, les 2 premières années, tu vas tâtonner. Oui. Ça s'apprend. On ne gouverne pas de façon spontanée comme ça s'apprend. Alors les 2 premières années, surtout si l'opposition te titille, tu t'assois. Tu vas donc commencer à travailler vraiment pour le peuple la 4e année. Et quand tu es à la 4e année, il faut penser déjà aux élections qui doivent travailler. Vous n'êtes pas sûr de gagner aussi. Alors, vous tendez si bien la perche, vous avez déjà à parler en bribe de cela. Oui. C'est le cas à Guillaume Kodjo, qui a également, entre-temps, proclamé, je dirais, sa victoire au lendemain des élections. Il a formé un gouvernement. Il a été, entre-temps, interpellé, après relâché. Quel est votre avis par rapport à une telle situation? Bon, je dois dire que je suis étonné. Je suis étonné que Agbéoumé Kodjo soit allé jusqu'à cette extrémité parce que je connais Agbéoumé Kodjo. Quand il était directeur du port, moi j'étais ambassadeur à Paris, on a travaillé ensemble. Et puis je suis revenu au Togo ici et j'ai été ministre dans un gouvernement qu'il dirigeait. Il était premier ministre. Agbéoumé est un légaliste, il le dit d'ailleurs. Et on le voit dans son fonctionnement. Mais cette histoire de dynamique Podro avec le Saint-Esprit qui est descendu, ça a tout perturbé. Je crois que ça les a perturbés eux-mêmes d'ailleurs. Parce que nous nous rappelons bien qu'Agbéoumé était candidat en 2010. Piètre résultat, 0,9%. Même pas 1% en 2010. À tel point que sagement, en 2015, il ne s'est pas présenté. Et en 2015, lorsque Fabre a commencé à critiquer, à s'agiter que les résultats ont été truqués, que c'est lui qui a gagné, c'est Agbéoumé qui a déclaré que Fabre devrait se calmer, que la Cour constitutionnelle a publié des résultats et qu'en bon légaliste et républicain, Fabre ne devait plus s'agiter. Mais cette année, à quoi nous assistons? La Cour constitutionnelle a proclamé des résultats, mais Agbéoumé continue à s'agiter. En tout cas, comme l'affaire est pendante en justice, je ne vais pas aller trop en profondeur là-dedans. Vous m'avez posé une question jeudi. Laissons la justice suivre son cours. Mais hier, nous avons assisté à une prestation, ma foi, la plus républicaine possible. La Cour constitutionnelle a déclaré vainqueur et a installé le vainqueur. Mais c'est fini. C'est fini, pour moi, c'est fini. La page est tournée.
Alors, nous allons commencer à recevoir les appels de nos auditeurs. Vous connaissez les numéros par cœur, 92 03 60 31 97 24 26 26. Notre invité, c'est le professeur Charles Kondi Agba, ancien ministre de la Santé et délégué national des sages UNIR. Je le rappelle, vous aurez des questions sûrement qui vous trottinent un peu dans l'esprit. Il est là pour vous répondre. Alors, on va, en attendant peut-être le premier appel, Charles Kondi Agba, on va continuer toujours notre discussion. Il s'agit bien sûr de la jeunesse. Oui. Le Togo est un pays peuplé de très très jeunes garçons, très jeunes filles. Oui. Est-ce qu'il y a également un plan pour la jeunesse dans le prochain mandat de Faure Gnassingbé? Le prochain mandat n'est que la continuation du précédent. D'accord. C'est dans le précédent que le plan national du développement a été écrit. Et ce plan national prévoit qu'à l'horizon 2022-2023, on aura créé 500 000 emplois. Au Togo? Oui, c'est ce qui est inscrit. 500 000 emplois, donc c'est forcément pour les jeunes. Alors, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'informatique, du numérique, en principe, beaucoup de champs vont se... Et d'ailleurs, le président a apporté un petit coup de fouet à ça. Vous savez que sur tous les marchés publics, 20 à 25% sont désormais réservés aux jeunes et aux femmes. Conséquence, nos jeunes diplômés se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Et on a fait en sorte que pour créer son entreprise, maintenant, on n'a pas besoin de millions. Oui. On peut commencer à partir de rien. Les procédures sont assez souples. Voici donc quelques-unes des dispositions qui ont été mises en place. Alors, dans le domaine de l'agriculture, il y a le MIFA. Et ailleurs, il y a cette facilité que l'État donne aux jeunes entrepreneurs pour se substituer à eux si jamais il y avait une défaillance dans les remboursements. Donc, les banques ont plus confiance et doivent en principe pouvoir aider les jeunes à débuter leurs affaires. Et aller aux informations nécessaires pour bénéficier de tous ces atouts-là. Alors, on sait très bien que le président de la République est le premier sportif du pays. Il semble qu'il aime beaucoup jouer au football. Vous le confirmez? Je ne l'ai pas vu jouer au football. Mais par contre, je l'ai vu marcher. Ah, il aime la marche. Ah oui. Pour être en forme. Oui. Alors, vous savez, l'expérience était... On était en train de faire le contournement d'Alédio. Le contournement d'Alédio. Et donc, en sortant du canton d'Aléhéridé, à partir d'Aléhéridé, on a fait donc un contournement de 9 km 10 pour rejoindre Pewa. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous pensions que le président était juste venu pour voir les travaux démarrer. Et puis il est parti. En marchant. Tout le gouvernement l'a suivi sur les 10 km. Incroyable. On va garder cette anecdote peut-être avant de recevoir notre premier auditeur. Bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous? Ça peut aller. Alors, on veut connaître votre identité, s'il vous plaît. C'est Kodjo. Monsieur Kodjo. Oui, vous avez une question pour notre invité. Oui. Allez-y. La première question, c'est concernant le SMIC. Oui. Monsieur le ministre a dit que le Togo pratiquait une politique de prudence. Ça fait quand même 15 ans que le chef de l'État est au pouvoir, donc il pouvait programmer, prévoir, tout ça allait augmenter. Pourquoi pas le SMIC? C'est possible. D'accord. Il y a un planning qui est fait. La deuxième question, c'est par rapport au sport. Vous êtes sur une chaîne sportive. Alors pourquoi depuis le budget attribué au sport n'augmente jamais? Ça fait 1,5 milliard ou voire un peu plus, alors que dans les autres pays, il y a par exemple 22 milliards à venir au Bénin. Voilà, ce sont les inquiétudes. Merci beaucoup, Monsieur Kodjo. Alors, vous avez écouté religieusement la question? Oui, j'ai écouté, mais j'ai déjà essayé de répondre pour ce qui concerne le SMIC. Je répète que de tout ce que je sais du Togo, et ça ne date pas d'aujourd'hui, on peut remonter jusqu'au régime Sylvanus Olympio. Nous avons toujours pratiqué une sorte de prudence dans les salaires. Au Togo, le Dieu a fait en sorte que la vie n'est pas trop chère. Donc, on pratique la prudence. On ne va pas à l'aventure. Mais est-ce qu'il n'est pas temps d'augmenter, monsieur le ministre? Je sais que l'année dernière, c'est pourquoi j'ai dit que le président a déjà mis un petit 5% pour tout le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, les loyers sont coûteux, la vie devient de plus en plus chère, l'école
tout ça réuni, franchement, ce n'est pas quand même à la portée de tout le monde, monsieur le ministre. Je ne me substitue pas au gouvernement. Je ne suis pas de l'exécutif, j'y ai été, mais je dis que ça va venir. Quand? Je ne suis pas un devin, Angelo. D'accord. Je ne suis pas un devin, je ne suis pas un ange, moi, comme toi. Ok. La deuxième question, ça concerne le budget des sports au Togo depuis plusieurs années. Le budget est de 1 milliard 500, 1 milliard 900 peut-être. Mais au Bénin à côté, le budget est de 22 milliards pour tous les sports. Qu'est-ce que vous dites au président concerné? Vous discutez des sports avec lui? Oui. Moi, je me rappelle bien, j'étais face à lui quand, je ne sais plus c'était quelle campagne. Ça doit être celle qui a suivi la Coupe du Monde de 2006. D'accord. Chaque fois qu'il y a le président s'excite, il faut qu'on soit qualifié, etc. Je le sais. Bon, chez moi, en Pays Bassa, on dit que la meule, tu connais la meule pour écraser le mil. Quand tu frappes sur la grosse meule, il faut frapper aussi sur la petite. Si le sport togolais donnait des résultats, ma foi, vous avez vu la Coupe d'Afrique, la CAN 2019 du Bénin? Ils ont été loin. Ça suscite de l'enthousiasme. Mais parce qu'il y a eu des moyens qui ont été mis à leur disposition, monsieur le ministre. Ça se tient. Bon résultat amène bon budget. Et bon budget amène bon résultat. Ça se tient. Vous comprenez? Bon, ceci étant dit, moi je dis habituellement, j'ai été ministre de très longues années. Oui. Quand vous êtes au gouvernement, c'est facile de critiquer quand on est dehors. Mais quand on est dedans, on se rend compte que... Mais c'est le devoir de l'État de développer également les sports pour la jeunesse. C'est le devoir de l'État de développer la culture. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La culture. C'est le devoir de l'État de développer le tourisme. Tout est urgent, tout est important. Donc le sport n'est pas urgent pour l'instant, on a l'impression. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout est urgent. Mais est-ce qu'entre vous, sages, unir, vous arrivez à lui poser des doléances sur la table qu'il exécute après? Mais c'est pour ça que on considère que nous sommes sages. Dans un village, quand vous avez dit que quelqu'un est sage, ça veut dire qu'il a une certaine expérience. On peut lui donner un dossier à étudier, faire des propositions. C'est ce que nous faisons. Et ma foi... Attendons-nous à ce que le sport... Bon, vous savez, moi, je suis de l'ancienne génération. J'ai connu Étoile Filante contre Modèle. Tout le pays était bloqué pour un seul match. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. On n'a plus ça. Dites au président de nous donner assez d'argent. Deuxième auditeur en ligne. Oui, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci à vous à l'antenne. Oui, votre nom et vos questions, s'il vous plaît. Oui, c'est monsieur Pascal. Pascal, allez-y. Oui, toutes mes félicitations au débat que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Pour tous les Togolais que nous sommes, je demanderai à notre sage. Je ne suis pas encore dans le parti FPT Unir, mais je souhaiterais que tout l'effort qui est fait, qu'il passe par tous les moyens pour amplifier la communication. Parce que nous sommes dans un monde moderne maintenant. Avec la communication, là où l'UNI peut aller, serait très loin. Très bien. Merci. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Kossi, pour Charles Kondiaga. Il a dit RPT Uniri nous a gratté un peu. Bon, c'est pas grave. Ça arrive, c'est la discussion. Alors, allez-y. Je lui dirais que nous avons dissous RPT. Nous ne sommes plus RPT. D'accord. Même si les idéaux qu'il y avait dans RPT, on les retrouve dans Uniri. Bon, donc, le parti Uniri. La communication. Mais il a bien dit. Nous-mêmes savons que c'est un de nos handicaps. Nous n'avons pas communiqué suffisamment dans le passé. Mais ma foi, depuis le mois de décembre, les choses ont changé. Décembre jusqu'à maintenant, mais nous sommes sur tous les médias. Nous avons fait ça pour la campagne. Nous avons dû faire ça pour Covid-19. Ça va continuer. Ça doit continuer. Je voudrais rassurer notre ami Pascal que pas de problème. La communication à unir et la communication au gouvernement va aller en s'amplifiant. Désormais, nous allons dire ce que nous allons faire. Nous dirons ce que nous sommes en train de faire. Et nous dirons ce que nous avons fait. Professeur Charles Kondiaga, on est pratiquement arrivé à la fin de notre entretien. Oui. Votre mot de conclusion? Bon, d'abord pour remercier encore une fois votre station, pour admirer le dynamisme avec lequel vous avez mené les échanges et vous dire que, ma foi, hier, le président de la République a prêté serment, un nouveau mandat commence où beaucoup de choses ont été annoncées dans son programme. Nous sommes ensemble
nous allons rêver avec lui, nous serons avec lui dans l'ordre et la discipline. Dans notre parti, nous aimons bien ça, pour pouvoir accomplir tout ce qui a été dit pour le plus grand bonheur du peuple togolais. Voilà qui est dit. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Et bon courage à vous. Merci. Et surtout du succès pour ce nouveau mandat. Oui, nous transmettrons à qui de droit. Voilà, chers auditeurs, c'est bien terminé pour cette émission mise en onde par Anas PM. La vidéo est à retrouver sur radiosportfmtg.com. Je suis Angelo Foliko. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au prochain numéro.